très chers amis amoureux du magazine Un livre, 1000 idées. Nous voici une fois de plus aujourd'hui pour parler d'un livre très bien qui va vous intéresser. Ne divorcez pas, papa. Un thème évocateur de beaucoup de choses. On se demande qui va divorcer, pourquoi, qui demande à qui de ne pas divorcer, pourquoi papa veut divorcer. Ce sont des questions qui viennent comme ça, mais je vous garde encore sous haleine. Gardez votre mal impatience parce qu'aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir l'auteur du livre. Il s'agit de professeur Kabeya Vuluka Valérie. Il est docteur en droit et professeur des universités à qui nous disons bonjour et bienvenue. Ok, bonjour monsieur Jean-Marc pour cette marque d'honneur. Oui, nous disons également merci à la librairie Pauline pour cette marque d'honneur, pour cette invitation à pouvoir faire la promotion du roman Ne divorcez pas papa. Alors, professeur, ne divorcez pas papa. Les littéraires disent souvent que le livre, il dénote d'une certaine façon, il dévoile un tout petit peu le contenu du livre. Et d'un autre aspect, le titre ne dit pas forcément ce dont il est question dans l'ouvrage. Alors, ne divorcez pas papa. Qui demande au papa de ne pas divorcer? On se demande, qu'est-ce qu'il y a comme circonstance qui fait à ce que l'on demande à papa de ne pas divorcer? Oui, le titre est évocateur, certes, mais c'est un réflexe, un sentiment à première vue dans le chef de l'enfant qui voudrait voir ses parents poursuivre leur vie commune. Quels que soient les différends, quels que soient les problèmes qui peuvent entacher cette relation ou ces liens de mariage entre papa et maman, tout ce que les enfants attendent des parents, c'est qu'ils soient ensemble pour leur éducation, pour leur formation et pour leur affection. Ils en ont besoin en tant qu'enfants. Se séparer de parents, pour les enfants, c'est pénible et c'est même douloureux. Vous allez vous rendre compte que dans ces romans, qui demande à papa de ne pas divorcer, c'est premièrement le personnage principal, Pierre lui-même, qui a été victime de la séparation entre son père, Kalenga, et sa mère, Mbelo. Et lui et ses frères et sœurs, ils ont été effectivement victimes de cette séparation et qui a même coûté la vie à Kanana, qui est le jeune demi-frère à Mpia, et c'était très pénible. C'est en même temps l'écrit de Kitenge à Tuni, qui s'adresse aussi à leur papa, Kapita, qui devrait aussi faire ses valises et partir, en fait se séparer de sa femme Nyota, qui est très imbue d'elle-même, parce qu'elle détient des moyens et qu'elle pouvait considérer son mari comme pratiquement un homme de ménage ou une femme de ménage en d'autres termes, et que ces derniers, comme il ne subvenait pas aux besoins de sa famille, pour lui c'était une occasion de se moquer de son mari qui du reste était un chômeur et cadre universitaire et chômeur. C'est en même temps l'écrit de la fille d'Empia qui devrait déposer pour le divorce de ses parents, parce que cette famille y a été contrainte par qui? Par Bani, qui est le fils du président, qui tenait absolument à obtenir la séparation d'Empia et de Tina, parce que certainement c'est un monsieur qui aimait, c'est un psychopathe qui aimait pratiquement la folie Tina et qui ne pouvait pas s'imaginer vivre sans Tina. Et comme fils du président, il se croyait tout permis, il fallait qu'il obtienne aussi la séparation d'Empia et Tina, et tout ça en contrepartie de sa mise en liberté provisoire, parce qu'il avait été appréhendé et même condamné à la peine de mort à la suite d'un procès inique monté contre lui. Voilà un peu brièvement de quoi il est. En fait, ce qu'il faut entendre par le mot divorce. Alors, professeur, il y a des littéraires qui disent que c'est vraiment intéressant parce que l'auteur, l'écrivain, observe sa société comme un sociologue. Il étudie comme un anthropologue, il interprète les faits comme un homme des lettres. Il essaie par moments même de les juger. Alors, vous, en tant qu'observateur de cette société, qu'est-ce que vous pouvez donner comme faits qui sont à la base de rupture d'un mariage pour aboutir au divorce? Quels sont les faits par moment qui sont observés dans la société qui conduisent parfois au divorce? C'est comme nous disons, l'écrivain se projette aussi dans ses écrits.
Moi-même, je n'ai pas honte de le dire, je suis pratiquement le fruit de la séparation entre mon père et ma mère. Je n'ai pas beaucoup vécu ces drames comme mes autres frères et sœurs. Pourquoi? Parce que moi j'étais à l'internat, j'étais au petit séminaire, je revenais en famille juste pour 1 ou 2 semaines et je passais le gros de mon temps au séminaire et dans la famille qui m'a adopté. Mais mes frères qui ont vécu pratiquement cette séparation, ça n'a pas été facile. Jusqu'à aujourd'hui, on sent ces séquelles-là dans leur chef. Mais tout compte fait, qu'est-ce qui conduit à la séparation? Juste une incompréhension au niveau de la famille. Selon le législateur congolais, qui ne s'est plus inscrit dans ce qu'on appelle le divorce sanction, il a estimé que le seul motif qui peut conduire, n'est-ce pas, au divorce, c'est la destruction irrémédiable de l'union conjugale. Donc il ne s'agit pas de l'adultère de l'homme ou de la femme, il ne s'agit pas des insultes, il ne s'agit pas de tout autre motif, mais pour le législateur congolais, c'est la destruction irrémédiable de l'union conjugale qui est constituée comme une cause du divorce. Ce qui est vrai, c'est que les divorces découlent de plusieurs faits. Incompréhension, immaturité dans les chefs de couple, la satisfaction des passions charnelles qui conduit un des couples à pouvoir obtenir des relations hors mariage. Tout ceci a créé un climat de méfiance, un climat délétère dans les foyers, dans la société. Et finalement, on estime que les divorces, c'est une option pour sauver ou sauvegarder ce qui peut l'être. Voilà un peu en bref. Et y a-t-il des inconvénients auxquels on peut s'attendre en divorçant? Parce que vous l'avez d'ailleurs anticipé, on voit que dans le roman, il y a des inconvénients alors vraiment terribles pour les enfants. Est-ce qu'on ne peut pas penser que ces enfants-là vont vivre avec un traumatisme qui peut revenir plus tard dans leur vie? L'égoïsme des parents qui conduit généralement à cette séparation, à ces divorces, cause des nuits terribles dans le chef des enfants. On a donné un peu de l'espace à travers ces romans, de l'espace pour que les enfants s'expriment, pour que les parents se rendent compte des souffrances ressenties par les enfants à la suite de la séparation, de leurs parents. Les enfants considèrent les parents comme des modèles d'identification. Et quand on se réveille un bon matin, les parents disent non, nous ne sommes plus appelés ensemble. Ça étonne. Surtout quand il n'y a pas eu de dispute au préalable, ça pose un problème terrible dans l'échelle des enfants. Ces enfants, ils perdent de l'affection. C'est ainsi que vous verrez certains enfants, même une fois responsable, il n'a pas pitié de l'autre. Il n'a pas une affection vis-à-vis de l'autre. Donc il est en train de refléter pratiquement ce qu'il a vécu dans sa société. Un enfant comme ça, c'est pratiquement une menace pour la société. Donc quand on n'a pas l'affection, on n'a pas bénéficié de l'affection, on n'a pas bénéficié de l'amour, on n'a pas bénéficié de l'encadrement, puisque pour la plupart des enfants, soit ils se retrouvent avec une marâtre, c'est celle qu'on appelle la belle-mère, ou une marâtre, qui les maltraite par-dessus tout, soit ils se retrouvent en présence d'un père qui n'est pas le leur, qui les maltraite aussi d'une manière ou d'une autre. Et ces enfants sont généralement appelés à aller vivre avec la grand-mère, ou ils sont appelés à vivre avec les grands-parents, ou ils sont appelés à vivre chez les tantes, chez les oncles. C'est vraiment des problèmes, et sur le plan affectif, et sur le plan éducationnel, et sur le plan de l'identification en termes de caractère, en termes de valeurs. Parce que l'enfant, la famille, c'est un creuset de valeurs. Et lorsque ces valeurs-là n'existent pas, l'enfant se perd, il n'a plus de repère, il n'a plus d'identification, il devient, en d'autres termes, une menace pour la société. Et professeur, le fait d'être enseignant pour vous, est-ce qu'on peut considérer un peu votre façon d'écrire ou de parler de l'enseignement comme une plaidoirie que vous faites aux législateurs pour vous voulez déjeter un œil de miséricorde au traitement des enseignants que vous êtes? Ce n'est pas simplement nous les enseignants, c'est tous les fonctionnaires dans les ensembles. Regardez les drames qui arrivent à Kalinga, les Mbelo, il est enseignant. Enseignant, on n'a pas suffisamment de moyens pour scolariser, pour payer les études universitaires des enfants. Qu'est-ce que cette famille est appelée à faire? À faire des concessions, aller vers, n'est-ce pas, la famille pour solliciter de l'aide. Cette aide, c'est comme on dit, il n'y a pas de don sans contrepartie. Oui. Et puis, dans la vie du village, quand vous avez une femme qui n'est pas... ça peut vous faire rire, hein? Moi qui ai vécu un peu au
Kasaï, pendant une certaine période, quand on voulait prendre une femme en mariage, c'est dans des villages là-bas, on regarde l'épaisseur de son mollet. Okay. On regarde si elle est suffisamment battue à chaud donc on voudrait avoir une femme qui est travailleuse, parce que généralement c'est comment? C'est les hommes, ils sont entourés d'épargne et tout ça, ils jouent par moment au jeu de dames, et les femmes sont au champ en train de travailler. Voyez un peu ce drame. Mais curieusement, quand vous vous retrouvez avec une femme qui est maladive et qui ne sait pas apporter quelque chose, alors que par-dessus tout vous êtes enseignant, et vous ne savez pas ce que... Alors que vous-même vous contribuez à l'instruction des enfants d'autrui, vous-même vous ne savez pas payer à l'instruction de vos enfants, c'est un drame. Donc ça reflète ce que nous sommes, ça reflète effectivement la vie de tous les fonctionnaires. Vous voyez un professeur d'université qui se cache derrière, n'est-ce pas, la politique, il dit je ne peux pas trahir mon président, sinon je risque de perdre mon fauteuil. Salafik lui dit non, papa, vous êtes professeur d'université. Il dit mais pour quel salaire? Parce que lui-même peut compter 500 maisons. Oui. 500 maisons type parisienne et des maisons donc une abondance inouïe qu'on va puiser en politique, alors qu'on ne sait pas redistribuer ce que l'on gagne vis-à-vis des autres fonctionnaires. Ce n'est pas la plaidoirie simplement de nous, les enseignants d'université, de tous les fonctionnaires dans l'ensemble, parce que effectivement nous vivons ces drames dans nos sociétés, dans nos familles. Et vous l'avez d'ailleurs anticipé, il y a un thème universel dans le roman, c'est l'éducation. Et en tant qu'enseignant, il y a un enseignant qui est pris au piège. Il ne sait que faire, parce qu'il est obligé de trancher entre scolariser une partie de ses enfants et laisser de côté une autre partie. Non, ça peut vous faire rire, hein? Ça peut vous faire rire. Et c'est pourquoi moi je dis que ces romans, c'est mieux que ce soit lu aussi à l'extérieur du pays. Pour que les pays du Nord se rendent compte des réalités qui sont les nôtres par rapport à... Je vous dis, si par moi peut-être les amis ont vécu ça, ce n'est pas des histoires, c'est des faits réels. On est appelé à faire un choix difficile, c'est-à-dire sacrifier les uns et puis privilégier la scolarité des autres. Et pour la plupart des cas, ce sont des femmes qui sont mises à l'écart. Or, il n'est pas dit qu'en privilégiant les hommes, ce sont ces hommes-là, une fois apportés à de grandes responsabilités, qui vont se souvenir des autres et de la famille. Généralement, ce n'est pas le cas. Et nous pensons que les dames sont beaucoup plus regardantes, elles sont plus enclines à pouvoir aider que nous les hommes. Mais voilà, on est appelé à faire ce choix-là. Mais c'est un choix difficile, mais il a été quand même porteur dans le cas de Kena Mbelo. Pourquoi? Parce que, évidemment, on a su faire quand même quelque chose pour bien, qui finalement il est devenu avocat, après avocat, il est devenu ministre. Donc c'est qu'il a pu se faire une place au soleil, parce que tout compte fait, il ne faut pas rester dans la frange prolétarienne. Il faut arriver à créer une certaine révolution, sortir un peu de l'ancrage de la pauvreté. Et par moment, il y a un prix à payer, c'est sacrifier les autres. S'il faut procéder à un repêchage par la suite, autant le faire. Mais ce sont des réalités. Mais nous voudrons que le traitement puisse permettre à ce qu'un parent puisse arriver à scolariser tous ses enfants, qu'il s'agisse de ceux des humanités, de l'école primaire, ou qu'il s'agisse de ceux qui sont appelés à faire l'université. Et il y a une question que je veux vous adresser de manière tout à fait personnelle. Vous êtes parents, comme tous les autres parents qui nous regardent. Il y en a qui peuvent se retrouver dans la situation traitée dans le roman. Et du coup, ils n'ont pas beaucoup de moyens pour donner le bout du mois. Ils sont donc obligés de scolariser une partie au détriment d'une autre. Et vous, en tant que parent, vous voyez ces réalités. Quels conseils, quel regard pouvez-vous donner à ces parents qui peuvent un jour ou l'autre se retrouver dans pareille situation? Oui, c'est difficile. C'est difficile. Et le délestage scolaire, il ne s'agit pas simplement de ça. Dans ces pays, on a connu, même par rapport à la restauration, ça posait des problèmes, même pour manger. Qu'est-ce qu'on dit? Les parents disent alors nous allons nous sacrifier pour que le peu que nous gagnons, nous puissions les donner aux enfants. Peut-être que le lendemain, les autres pourront observer une sorte de gène forcé. Et c'est des réalités qui sont les nôtres, mon frère. Si peut-être vous et nous, par moment, on a été dans des familles où on n'a pas on n'a pas connu ce genre de problèmes, mais ils se vivent dans beaucoup de sociétés. Et s'agissant des
problème de la scolarisation des enfants, je ne suis pas tout à fait d'accord à ce que les uns soient sacrifiés au profit des autres. S'il faut se battre bec et ongle pour qu'on puisse satisfaire tout le monde, parce qu'on ne sait pas celui-là que vous sacrifiez, peut-être c'est celui-là qui est appelé à être président de la République un jour. Peut-être celui à qui à vous donner priorité, c'est peut-être celui-là qui pourrait même gâcher le peu de moyens que vous mettrez à sa disposition. Donc nous devons être en mesure à créer des structures, des institutions telles que les uns et les autres soient pris en charge, ne serait-ce que sur le plan de l'enseignement fondamental, c'est très important. Même la question de la gratuité de l'enseignement, comme elle a été mise sur la table, nous pensons que si les efforts sont fournis pour que ça soit, qu'il n'y ait pas suffisamment de problèmes par rapport à cet aspect des problèmes, ça pourrait soulager tant soit peu beaucoup de familles qui sont confrontées à opérer ces choix. Et dans le roman, chaque fois qu'il y a un petit problème, on se réfugie sous l'arbre. C'est quoi la symbolique que vous accordez à l'arbre dans la société africaine? Oui, l'arbre par arbre dans la société africaine, c'est une sorte de forum d'échange, des forums de dialogue, des forums où les chefs coutumiers, les notables, les familles se réunissent pour arriver à trouver des solutions aux problèmes qui se posent au niveau de la société. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que dans les sociétés africaines, contrairement aux sociétés occidentales, même sur le plan politique, généralement on finit par se dire est-ce qu'il n'y a pas lieu, n'est-ce pas, de dialoguer, d'échanger, parce que ça fait partie de notre culture. Notre système, comme vous le comprendrez, n'est pas copié forcément sur le modèle occidental, où il y a une majorité et une opposition. C'est une sorte de consensus, une sorte d'unanimité qu'il faut arriver à dégager, une sorte de consensus. Et consensus, effectivement, il s'obtient à travers ce qu'on appelle cette discussion autour de l'arbre à palabre, où effectivement les linges, ça c'est la famille, où on se dit des choses, on se dit des vérités. Vous allez savoir vous étonner. En Ouganda, lorsqu'on a voulu lancer un mandat d'arrêt international contre un seigneur de guerre, les Rwandais ont dit non, nous traitons le problème en famille chez nous. Donc on n'a pas besoin forcément de traîner en justice les personnes qui font mal à leurs compatriotes. Il y a une sorte de matoput. Matoput, c'est une sorte de recette, de dialogue, de pardon et des concessions que l'on se fait mutuellement pour que les erreurs qui ont été commises soient absoutes et que les réparations puissent être envisagées dans le sens d'obtenir la satisfaction des uns et des autres. Et vous allez vous rendre compte que même le procès qu'il y a eu, tous les villageois étaient surpris, étaient étonnés. Pourquoi? Parce que, évidemment, ce n'est pas le genre de décision qu'on devrait attendre, n'est-ce pas, d'un tribunal coutumier. Un tribunal coutumier, c'est pratiquement un tribunal qui est modèle. Il n'est pas corrompu, mais on se rend compte que même les juridictions coutumières sont corrompues. Ce qui est très grave et inacceptable, inadmissible dans des sociétés traditionnelles, où on a presque une vénération vis-à-vis du juge coutumier, où on a presque une vénération vis-à-vis des notables, où on a une sorte de vénération envers les anciens. Voilà un peu brièvement. Et aujourd'hui, parce que nous sommes à califourchon entre tradition et modernité, aujourd'hui dans notre société, par exemple ici à Lubumbashi, à quoi peut-on renvoyer cette image de l'arbre dans notre société ou dans nos familles quand il y a un problème? À quoi peut-on renvoyer pour traiter évidemment le contentieux qui peut arriver en famille ou entre frères et sœurs? Et vous allez vous rendre compte, même le législateur du Code de la famille a recouru pratiquement à cette forme de l'arbre à palabre. Lorsque, par exemple, sur les questions de divorce, les juges dans la société moderne, il n'est pas enclin à, une fois l'affaire lui soumise, trancher en faveur de tel ou tel autre ou à prononcer un divorce. Il renvoie le couple devant le conseil de famille, il renvoie le couple devant la famille pour que la famille joue son rôle de conseiller ou de conseillère, effectivement. Donc on le voit, il y a ce qu'on appelle, une sorte de transaction. Vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment, nous nous disons entre nous plaideurs avocats, on se dit, est-ce qu'il n'y a-t-il pas lieu de ne pas forcément amener le problème devant le juge? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas lieu entre nous de pouvoir nous trouver des concessions? Parce que le droit écrit, il ne donne pas forcément ça. Or, l'arbre à palabre, c'est de la concession.
Chez nous, c'est quoi? Quand vous occupez illégalement ma maison, le juge dit allez, une ordonnance, arrestation, occupation illégale et puis déguerpissement. Vous risquez de vous retrouver, n'est-ce pas, dans la rue avec vos effets. Parce que peut-être vous n'avez pas payé les loyers, ou parce que peut-être... Mais dans la société traditionnelle, ce n'est pas le cas. Dans la société traditionnelle, on retrouve les familles. On dit, est-ce qu'il n'y a-t-il pas lieu, au lieu qu'il se retrouve dans la rue avec les enfants, n'y a-t-il pas lieu de lui aménager même une chambre où il peut rester en attendant qu'il puisse... Vous voyez un peu le bien fondé, effectivement, de ces discussions autour de l'arbre à palabre qui prônent beaucoup plus la conciliation que le fait de savoir qui a tort et qui a raison. Et par moments dans le roman, prof, il y a des questions du style rhétorique, de regard critique que vous portez sur la société et surtout sur ce revirement à 180 degrés, sur certaines pratiques qu'on ne voyait pas avant. L'exemple de l'enterrement. On organise aujourd'hui des cérémonies funéraires à grande pompe et on se pose finalement la question de savoir pourquoi. Et aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est quel est votre regard par rapport à cette réalité que nous vivons désormais, hein, lorsqu'on organise des obsèques, c'est souvent fait avec pompe. Quel est votre regard en tant qu'observateur de la société? Oui, ce deuil qui s'organise avec pompe, comme vous le dites, avec une sorte d'accompagnement massif de la part des amis, des relations et même des curieux. Cela reflète effectivement le caractère solidaire de nos sociétés africaines. Ça peut vous étonner. Au petit séminaire, on a connu un fait presque tragique où un jeune garçon de deuxième CO qui est allé se baigner. À la suite de cette baignade, ce garçon-là, il est décédé. Mais il faut voir, quand on a ramené le corps au petit séminaire, comment est-ce que presque tous les villages, on a pleuré ce jeune homme comme si on a pleuré son propre enfant. Alors que ses parents étaient à 70 km de la ville du village, du petit séminaire, à Kanagaté et moi. Mais il faut voir l'empressement, l'engouement et cet accompagnement de l'ensemble du village par rapport à ces deux qui a frappé. C'est ça notre société. C'est ça notre... Donc même s'il pouvait exister des différends à gauche, à droite, vous allez vous rendre compte que le moment de deuil, c'est le moment de réconciliation, c'est le moment de solidarité, c'est le moment d'accompagnement. Pour nous, c'est toute cette symbolique qui entoure pratiquement ces obsèques qui sont presque pompeuses, contrairement au style occidental où on se retrouve avec 2 ou 3 personnes au funérarium et puis c'est tout. Non. En tout cas, ça, c'est pas nous. Et il y a une autre question où le militaire, qui normalement est censé protéger, censé inspirer confiance, à un certain moment, là je fais référence au passage dans le train, devient un objet de peur. C'est comme un bourreau, parce qu'il est là avec la violence policière, il y a parfois même des violences sexuelles. Et le fait de pouvoir dénoncer ça, est-ce que vous n'avez pas peut-être, comment dire, peur d'être poursuivi pour, je sais pas moi, atteinte à la sûreté de l'armée ou pourtant on sait que ce sont des faits qui se voient à gauche et à droite. C'est comme nous disons, l'écrivain, lorsqu'il écrit, il y a toujours une partie de lui qu'il relate. Effectivement, ça peut vous paraître un peu étrange. C'est l'histoire d'un ami qui est venu nous visiter en famille, qui devrait quitter Kananga vers Meka, où il s'est retrouvé pendant un temps. Il s'est retrouvé, et nous-mêmes, lorsqu'on devrait prendre le train pour aller au petit séminaire, on était confrontés à vivre ce genre de choses. Mon frère, c'est des réalités qui sont dérangeantes et qui sont poignantes. Lorsque, effectivement, vous arrive de prendre part à bord d'un train où de telles pratiques se font. En principe, et ce qui est arrivé, n'est-ce pas, à Sebayoud et consorts, ça reflète le problème de notre société. C'est quoi? Lorsqu'on ne crée pas de l'emploi, vous avez des licenciés qui se livrent pratiquement à des commerces sur les trains parce qu'ils n'ont pas d'opportunité, n'est-ce pas, de se trouver de l'emploi. Vous avez des policiers et des militaires qui sont appelés à convoyer, par moment qui ne sont pas envoyés en mission de service avec des moyens qui sont conséquents. Et qu'est-ce qu'on dit aux militaires? Mundu Kinde Bilanganayo. C'est-à-dire, quand il est doté de l'âme, on se dit, non, comment est-ce que tu peux souffrir des faits alors que tu as le monde? Et ça, je l'ai appris où? À l'académie militaire où je suis enseignant. Oui, je suis enseignant. Là, au moins, on est arrivé à former une armée républicaine
Une armée qui sait respecter les droits et les libertés fondamentales ou fondamentaux des uns et des autres. Et là, vous êtes en présence d'un policier ou d'un militaire qui n'a pas été instruit, qui n'a pas bénéficié de l'instruction. C'est tout là le problème. Est-ce que lorsqu'il faut recruter, est-ce qu'il faut recruter de n'importe quelle manière? Parce qu'il y a des frustrations que des gens connaissent dans la société qui se répercutent. Quelqu'un qui a échoué la vie, l'armée ou la police, ce n'est pas des institutions, des organes qui doivent héberger des gens qui ont échoué la vie. Non, c'est pour tout l'intérêt, n'est-ce pas, des académies militaires, tout l'intérêt des académies policières. Il faut créer des académies policières pour effectivement inculquer des valeurs, n'est-ce pas, à ces policiers, à ces militaires qui, une fois ils quittent l'académie, ils ne se comporteraient pas de cette manière-là. Nous, on l'a vu avec les élèves officiers. Lorsqu'ils sont appelés à encadrer, par exemple, l'entrée dans les stades, mais ils sont appréciés de la population. La population s'étonne qu'un militaire s'exprime en français, qu'un militaire cherche à convaincre sur les biens fondés de telle ou telle autre attitude. Mais c'est des choses comme ça qu'il faut encourager. Et je me dis que ça doit se répercuter aussi au niveau de la police, au niveau, n'est-ce pas, de toutes les autres institutions, pour qu'effectivement nous puissions être en présence de cette armée, de cette police qui est appelée à garantir, n'est-ce pas, à garantir, à protéger les personnes et leurs biens. Et c'est le cas de ce jeune homme qui, par contre, a résisté devant cette arrogance de ces sergents qui, mécontent du fait que ses amis sont déjà des généraux, lui est resté tout simplement. Et ça aussi, c'est un problème qui interpelle. Moi, j'étais à l'académie militaire où j'ai vu un général avec son collègue qui est un instructeur, qui a encore le grade de capitaine. Est-ce que vous imaginez cette différenciation de traitement? Non, ça pose des problèmes, des injustices dans la société. Par moment, ça se répercute d'une manière ou d'une autre. C'est ce policier qui a été maintenu, n'est-ce pas, dans le même grade pendant autant d'années, alors que ses amis ont connu des promotions. Cette frustration, elle se répercute sur la pauvre population qui est appelée, n'est-ce pas, à voyager dans des conditions qui soient plus ou moins humaines. Et puis, voilà. Alors, professeur, ne divorcez pas, papa. Est-ce que c'est un cri d'alarme que vous lancez à la société ou c'est simplement une observation de la société? C'est à la fois une observation et à la fois un conseil. Un conseil que nous donnons à des parents qui sont sur le point de se séparer pour dire réfléchissez 2 fois avant, n'est-ce pas, de prendre cette décision de vous séparer. Parce que cette décision, elle peut être fatale et sur vous et même sur la société. S'il y a lieu de nous pardonner, autant nous pardonner et poursuivre la vie commune, surtout pour l'intérêt supérieur des enfants. Voilà. Alors, merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour cette marque d'honneur et de confiance et pour l'espace que vous avez daigné réserver à notre modeste personne pour faire la promotion de nos romans. Merci beaucoup. Alors, très chers amis, téléspectateurs, amis auditeurs, vous l'aurez compris, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Les bonnes choses ne durent pas, comme on le dit souvent. Mais n'hésitez pas à passer à la librairie Pauline, 6 numéro 48 de l'avenue de Mamie, pour vous procurer les romans Ne divorcez pas, papa, et découvrir bien d'autres thèmes que nous n'avons pas pu exploiter aujourd'hui parce que c'est un roman avec énormément de thèmes. Si vous avez aimé ce magazine, dites merci à toute la grande équipe qui nous a permis de le réaliser. À la technique, nous disons merci à la révérende sœur Marie-Justine, la coordination et supervision de Monseigneur Adolfo Solucci. N'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur notre page YouTube, Un livre 1000 idées, pour découvrir bien d'autres magazines que vous avez peut-être ratés. D'ici et là, restez fidèles à notre programme. Au revoir.